Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch. Yaorana, bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors, avec vous, nous allons nous arrêter sur les points marquants, bien sûr, de l'actualité, une actualité marquée par l'influence ou les conséquences donc, du coronavirus. Alors, dernière actualité en date, c'est donc ce nouveau cas variant sur le territoire, le deuxième officiellement. Cette fois, il s'agit d'un variant britannique. Avez-vous plus d'informations à ce sujet, Monsieur le Président ? Alors d'abord, Ibrahim, je dois vous dire que je fais partie de certains chanceux de la Polynésie française de pouvoir être invité par Ibrahim au café du matin. Parce que, effectivement, plusieurs d'entre nous ont cette voix en tête, mais on a du mal à mettre une figure dessus. Donc moi, j'ai la chance, en tous les cas, de mettre votre figure sur votre nom, Ibrahim. Alors, pour ce qui concerne effectivement le variant, nous avons localisé 2 cas très officiellement. On ne cache rien du tout. Un couple de personnes âgées ici à Punavia. Et ce cas de Rongiroa, donc d'une personne qui rentre, les 2 cas sont des cas qui arrivent de Paris, qui sont arrivés avant les restrictions imposées depuis mardi de la semaine dernière. Rappelez-vous que il y a obligation en Polynésie française de se mettre en confinement 15 jours, et donc ces personnes sont arrivées un petit peu avant, je crois dimanche ou lundi. Et malheureusement pour le deuxième cas, donc celui de Rongiroa, effectivement on me dit qu'il n'a même pas respecté les 4 jours requis dans les premières conditionnalités, et le jour du test est parti sur Rongiroa et le test était positif. Donc voilà. Et malheureusement, il va en faire profiter les autres, puisque d'autres touristes sur place ont été. J'ai demandé à ce qu'un deuxième test soit fait entre nous, parce qu'effectivement les touristes qui sont là-bas sont négatifs pour l'heure, mais vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense qu'un deuxième test sera fait à J+7 pour vérifier la véracité du premier test. Test, d'accord. Oui, nous avons des cas variants ici, mais je voudrais vous rassurer en vous disant que nous allons traquer tous les cas contacts. D'abord, naturellement, les cas variants seront isolés, mais nous traquerons et nous ferons tout pour en tous les cas, connaître les cas contacts autour de la personne qui a été touchée, et les suivre de près pour ne pas que cette propagation se fasse ici. Est-ce qu'on n'est pas loin du compte? Est-ce qu'il n'y a pas de cas qui ont pu passer, j'allais dire, entre les gouttes, puisque ça fait pas longtemps que l'Institut finalement est équipé pour détecter ces variants? Mais non, je crois pas. Enfin, il faut croiser les doigts, parce que ce virus est tellement compliqué à identifier. L'Institut Mallardi, effectivement, dispose, ça fait une dizaine de jours maintenant que nous disposons des moyens pour séquencer et trouver le virus, mais nous le faisons pratiquement systématiquement aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce que me dit la direction de l'Institut, car il nous faut les identifier avant que la propagation ne se fasse. D'accord. Alors, ce nouveau cas ne doit pas faire oublier la tendance, le nombre de cas qui a fortement chuté quand même ces dernières semaines sur le territoire, mais le message, c'est quand même, ne baissons pas la garde, on n'est pas forcément tiré d'affaire. Oui, bien sûr, on n'est pas tiré d'affaire. Il faut être vigilant. Vous savez, ça nous rappelle l'expérience du rhume, lorsqu'il y a cette crise de rhume tous les fins d'année en Polynésie française. On ne sait jamais quand est-ce que cela s'arrête, parce que le virus, on le maîtrise pas. Et aujourd'hui, avec cette crise de la Covid, l'objectif pour nous, vous savez que nous avons fermé nos frontières pour pratiquement 2 mois. 2-3 mois. L'objectif, effectivement, aujourd'hui, c'est de nous laver complètement de ce Covid, puisque en nous enfermant et en évitant qu'il y ait trop de personnes à arriver de l'extérieur, nous pouvons, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, nous pouvons atteindre le Covid-free, je dirais, d'ici 3 mois. En tous les cas, c'est un objectif. C'est difficile, je le sais bien, mais c'est un objectif que nous nous donnons. Donc, profitons-en de ces 2 mois d'enfermement
pour effectivement se guérir. Et respecter les gestes barrières. Bien sûr, c'est le seul moyen que nous avons, et la vaccination, puisque là aussi, nous allons pratiquement atteindre la moitié des quotas qui nous sont donnés pour la première vaccination. Nous aurons suffisamment de vaccins? Oui, on aura suffisamment. Je suis optimiste. C'est vrai que, vous savez, nous avons vacciné en fonction des doses que nous avons reçues. Et effectivement, nous allons atteindre les 5000 cas, me dit-on, là, rapidement maintenant. Nous sommes à 4628 cas qui ont reçu la première injection. C'est-à-dire qu'on va arriver au stade des 6000 pratiquement dans 5 jours, dans 5-6 jours. Enfin, travailler. C'est pour ça que la date du 22 a été donnée. C'est-à-dire que nous aurons effectivement épuisé la première partie. Mais il nous restera la piqûre de rappel, puisque tout le monde doit passer en deuxième session, et cette piqûre de rappel va nous prendre encore un mois. Le souci que nous avons, et c'est la raison pour laquelle certains personnels du corps médical se sentent un petit peu émus, c'est que nous aurions souhaité effectivement que la première piqûre se fasse d'une façon continue, sans s'arrêter, et que la seconde se fasse parallèlement. Mais cette possibilité va être, nous intervenons en permanence avec le haut-commissaire auprès des autorités parisiennes pour que nous puissions recevoir les vaccins en fonction des moyens qui sont mis ici, puisque je vous rappelle quand même, vous avez annoncé 8 centres, nous sommes aujourd'hui à 12 centres de vaccination, en incluant les îles, puisque nous avons aussi... Je vous laisserai le point qui a été fait vendredi. Donc, nous pouvons atteindre facilement aujourd'hui une cadence de 500 vaccinations par jour, c'est-à-dire 2500 par semaine sur 5 jours travaillés. Donc, vous voyez que, nous sommes prêts. Il nous faut être prêts et profiter de ces 2-3 mois qui viennent là pour vacciner. Il nous faut les vaccins. Il nous faut les vaccins et nous les aurons. Je suis optimiste. Et si jamais nous ne les avons pas, parce que il y a, pour X raisons, si vous êtes prêt à vous tourner vers un autre pays, aller les chercher en Russie, par exemple? Alors, c'est ce que préconisent certains d'entre nous. C'est ce que nous avons entendu en fin de semaine dernière sur Polynésie première. Mais je ne veux pas injecter des vaccins de toute provenance à ma population. Vous savez que le Pfizer est un vaccin reconnu, qui a fait l'objet d'essais, qui est mondialement injecté aujourd'hui et qui ne présente pas de problème. Je ne sais pas ce qui peut arriver avec des autres. Moi, je me fie totalement au comité scientifique métropolitain français qui donne son avis sur les médicaments, qui donne son avis sur les vaccins. Oui, on peut acheter du Sputnik, on peut acheter des vaccins chinois, mais j'attends la validation avant. Les professionnels du tourisme, Monsieur le Président, dans les îles notamment, arrivent à s'en sortir. On l'a vu à Rangiroa, par exemple, grâce aux Polynésiens qui fréquentent les pensions. Le problème, c'est la visibilité pour les prochains mois. Alors, lors de votre déplacement récemment à Bora Bora, avec donc Nicole Boutot, la ministre du Tourisme et des Services de l'État, vous avez évoqué une reprise des vols internationaux pour avril. Vous maintenez cette période ? Tout le monde est sur les starting blocks pour le mois d'avril. Franchement, je ne nous vois pas faire une fermeture de nos frontières au-delà de 2-3 mois. Donc, effectivement, l'objectif, c'est début avril, on lance les réservations, on commence à se préparer, parce qu'il faut pratiquement un mois pour relancer la machine. Moi, je vois, franchement, et j'en ai parlé au commissaire de la République ici, je vois bien, parce qu'on va être sérieux, la population polynésienne est disciplinée, on va donc continuer à faire des efforts pour éviter que le Covid se propage, on va faire des efforts pour éviter que le mutant se propage, donc d'ici 2 mois, je pense qu'on aura gagné beaucoup de terrain sur ce Covid. Et envisager donc au 3e mois le début des réservations pour que au plus tard, au mois de mai, nous puissions retrouver la vie normale dans nos hôtels et que les salariés puissent retrouver leur boulot. Édouard Fritsch, un mot sur Air Tahiti Nui. Son PDG, Michel Monvoisin, attend toujours un geste de la part de l'État, une aide pour ne pas sombrer. Alors, qu'est-ce que le pays peut faire? Intervenir auprès de l'État? J'imagine que c'est déjà fait. Déjà, le pays intervient auprès de la compagnie.
Hein? Nous avons effectivement, nous avons injecté 2 milliards il n'y a pas l'année dernière. Nous soutenons naturellement le personnel par le dièse qui vient d'être amélioré. Vous êtes au courant de cela. Et puis bien sûr que nous nous préparons au pire avec la compagnie. Nous savons que d'ici 2024, c'est par dizaines de milliards qu'il faudra soutenir. Avec le haut-commissaire, nous avons effectivement entendu l'appel du directeur général, et actuellement, au moment où je vous parle, cette semaine, nous allons constituer un dossier spécialement pour RTT, NUI, afin que des mesures spécifiques soient prises à la compagnie. Un petit peu à l'image de ce qui s'est fait pour Corsair, pour d'autres compagnies autres que Air France en métropole, car effectivement, nous nous trouvons dans une situation assez déséquilibrée, puisque nous avons Air France et RTT NUI qui desservent la Polynésie française, qui sont donc pratiquement en concurrence, l'un aidé et l'autre pas du tout. Donc, effectivement, là, je pense que l'État aujourd'hui a bien pris en compte ces appels d'alerte de la part de Michel Monvoisin et de la société, et j'espère rapidement avoir des nouvelles sur les modalités, les moyens qui seront mis en place pour soutenir un peu plus la compagnie. Le haut-commissaire de la République dit quoi sur ce sujet? Il est d'accord. Non, il est d'accord pour dire qu'effectivement la situation d'RTT NUI, parce que nous travaillons en toute transparence, il sait quelle va être l'évolution de la compagnie si l'on ne fait rien d'ici 2024. D'ici 2024, c'est 20 milliards de pertes. D'ici 2024, c'est-à-dire dans 2 ans, ce sera 20 milliards de pertes. Donc c'est terrible, parce que effectivement, nous, l'actionnaire principal, nous sommes au taquet, nous ne pouvons plus injecter de l'argent. Nous sommes au taquet, il faudra donc trouver un artifice, une stratégie, afin que, avec d'autres, nous puissions continuer à porter cette compagnie. Jeudi dernier, lors des annonces faites et par vous et par le haut-commissaire de la République, alors celle du couvre-feu a beaucoup surpris. Pourquoi prolonger d'1 heure ce couvre-feu les jeudis et vendredis? Pourquoi ces 2 jours-là? Bon, je voudrais dire à tous ceux que vous interviewez, effectivement, que l'on entend à la radio, que nous avons effectivement décidé de laisser 1 heure supplémentaire aux restaurateurs. Parce que l'idée, c'est que le couvre-feu à 21 heures ne permettait pas de lancer un deuxième service. Même si les Polynésiens sont adaptés. Vous allez à 6 heures dans les restaurants, maintenant les gens viennent déjà dîner à cette heure-là. Ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Mais le deuxième service ne peut pas se faire si l'on ne pousse pas à 22 heures. Maintenant, jeudi et vendredi, ce sont des soirées effectivement les restaurants sont très occupés, sont réservés. Pourquoi pas le samedi? La crainte du samedi, ce sont les rassemblements si l'on repousse à 22 heures. Parce que vous savez comment ça se passe le samedi, on commence dans les districts, vous connaissez les habitudes des Polynésiens aujourd'hui. Les regroupements se font le samedi au moment du déjeuner, à partir de midi, on s'assoit, on boit un coup et puis ça traîne dans la nuit. Et effectivement, lorsqu'on regarde les statistiques des relevés qui sont faits par la gendarmerie et la police, moi je le vois sur Pirae, effectivement c'est le samedi que l'on voit les regroupements des jeunes, les regroupements des personnes qui boivent et qui ne savent pas s'arrêter malheureusement. Donc c'est la raison pour laquelle, mais nous avons pris jeudi et vendredi pour voir ce que cela va donner, mais je pense que rapidement, effectivement, je veux dire dans 1 mois, nous allons retrouver des horaires de 10 heures sur toute la semaine, j'espère en tous les cas. Les défenseurs du couvre-feu, Monsieur le Président, vous diront qu'il y a moins d'accidents de la route le soir ou le matin, moins de tapage nocturne, de raids, de scooters, moins de cambriolage aussi, parce que les gens sont chez eux. Alors, vous trouvez qu'il y a du bon à garder plus tard, justement, de ce couvre-feu? Il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. Ah non, je crois que c'est un constat général. Je voyais effectivement dans certains des commentaires, c'est pas bien parce qu'il faut rentrer à la maison à 21h, mais c'est bien aussi parce que tout le monde est à la maison à 21h. Et je crois que y compris pour la restauration, le fait qu'il y ait eu une fermeture à 21h, parce qu'à 21h, lorsqu'on ferme à 21h, à 22h, ça veut dire qu'à 21h, à 22h, on débarrasse le plancher. Voire même un quart d'heure, une demi-heure avant. Ce couvre-feu, quelque part, arrange tout le monde. Les forces de police, je vois dans ma commune à Pirae, je le dis, c'est pas tout à fait normal de le commenter comme cela, mais les forces de police constatent effectivement qu'à partir de 22 heures,
puisque le couvre-feu étant à 21h, à partir de 22h, tout le monde est rentré. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont complètement allégés et ça n'a que du bonheur pour les familles, hein, je vous assure. Avec votre gouvernement et aux côtés de l'État, vous avez dû prendre des décisions difficiles dès le départ, arrêt des croisières, fermeture des aéroports, confinement, etc. Alors, est-ce qu'il y a des décisions que vous regrettez aujourd'hui ou au contraire, si c'était à refaire, vous referiez exactement la même chose de la même manière ? Vous savez, Ibrahim, ce n'est pas facile de gérer cette crise, hein. Franchement, il faut à tout instant essayer de trouver la solution équilibrée. Vous savez, nous venons de passer le jour de l'an chinois. Et dans la philosophie chinoise, le principe, c'est de mettre toujours ce qui est favorable en face de ce qui est défavorable. Le yin et le yang, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et avec cela, raisonner de façon à ce que la solution qui soit trouvée soit une solution équilibrée et qui satisfasse un peu tout le monde. Et c'est la bonne solution, semble-t-il. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Vraisemblablement, je reconnais que certaines des décisions étaient peut-être des décisions malheureuses, en tous les cas, qui n'ont peut-être pas plu à une grande majorité des populations. Lesquelles, lorsque nous avons fermé l'alcool, par exemple, la vente d'alcool. La vente d'alcool, je sais que c'était une vraie sanction pour certains, y compris pour nous. Vous et moi-même, parce que effectivement, il ne faut pas oublier d'aller faire ses courses fermées à 18h. Il faut, voilà, ça crée des contraintes. Mais à terme, lorsqu'on regarde ce qui se produit par la suite, c'est-à-dire les retombées positives pour notre population, pour la communauté polynésienne, on se dit, bon, c'est vrai que la décision n'a peut-être pas été très bonne, mais ce qui est certain, c'est que les conséquences d'une telle décision peuvent être interprétées de façon à ce que ça soit positif et que du positif pour la population. Alors, je vais vous dire que c'est la même chose. Ces dernières semaines, nous avons beaucoup discuté avec le haut-commissaire sur l'annonce du Premier ministre. Faut-il fermer ou pas les frontières ? Faut-il protéger ou pas notre population contre le variant ? Je vais vous dire, Ibrahim, j'étais certain que le variant allait arriver en Polynésie française, parce que c'est pas possible. C'est incroyable ce qui se passe avec ce virus. Il est partout, parce que le porteur unique, c'est l'homme. Parce que c'est nous qui sommes porteurs. Donc, je savais qu'il allait arriver, mais est-ce qu'il était possible pour moi, responsable de ce pays, de ne pas suivre une telle décision, parce que les conséquences risquent d'être d'être redoutables pour la population si l'on ne se protégeait pas maintenant ou si je ne la protégeais pas pour les jours à venir. On aurait pu rester comme ça. On serait peut-être aujourd'hui, comme la situation que nous connaissons, nous aurions peut-être aujourd'hui une centaine de cas de variants, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je ne pouvais pas ne pas suivre une telle décision parce que mon devoir, c'est de protéger ma population. Maintenant, on verra ce que cela apportera à la population. Donc, il faut toujours se remettre en doute, c'est vrai, toutes les décisions qui sont prises sont commentées et largement commentées aujourd'hui, mais je pense que si l'on fait pour l'intérêt de tout le monde, on arrive à trouver la bonne. Edouard Fritsch, l'État a beaucoup aidé donc, le pays, à hauteur notamment de 28 milliards de francs à l'égard du gouvernement pour lui permettre de faire face à ces dépenses exceptionnelles dans un premier temps. Ensuite, donc 65 milliards de francs en faveur notamment des entreprises polynésiennes. Alors, la plupart de cet argent, en fait, ce sont des prêts. Qui va rembourser ? Et est-ce que le Polynésien, finalement, va ressentir de ça ? Donc, quelque part, il devra mettre la main à la poche. Je crois qu'on va être obligé de mettre la main à la poche. Effectivement, c'est de l'argent prêté. Et c'est la même chose pour les sociétés. RTT Inouï, toutes ces grandes sociétés qui ont pris le GPE, les PGE, les prêts garantis par l'État, nous sommes obligés de les rembourser. La petite lueur d'espoir, c'est ce qui s'est dit dernièrement au Parlement européen, puisque effectivement, on envisage éventuellement la transformation de ces prêts en participation, en subvention. Je ne sais pas ce qui va être fait, mais c'est une lueur d'espoir, j'allais vous dire. Mais sinon, effectivement, c'est le Polynésien qui sera appelé pour rembourser ses prêts, c'est le pays. C'est quoi, sous forme d'impôt pour le moment, nous ne sommes pas encore fixés sur les moyens.
Sûrement, effectivement, il sera fait appel à un moyen solidaire beaucoup plus large, à un impôt qui c'est le genre de la TVA, genre de la CST, qui touche effectivement une grande partie. Mais pour le moment, nous ne sommes pas du tout décidés. Parce que je ne veux pas, et j'hésite, vous le savez très bien, j'hésite toujours à endetter le pays, j'hésite toujours à mobiliser les emprunts parce que je ne veux pas hypothéquer l'avenir du pays. Et c'est la question que vous posez. Comment vous allez faire pour lever l'hypothèque demain si tous les emprunts sont mobilisés? Non, bien sûr que c'est la population qui sera sollicitée à ce moment-là. Encore une chose, Edouard Fritch, on arrive pratiquement au terme de cet entretien. Terry Alpha, le maire de Teva-Yuta, a été élu unanimement président de la communauté des communes de Tahiti-Iti. Votre vice-président s'affirme de plus en plus comme l'un des hommes forts du paysage politique en Polynésie. Alors, c'est lui votre successeur désigné ou le temps de votre succession est très très loin encore? On ne monterait pas trop vite. Non mais, vous savez, si je l'ai pris, je l'ai choisi comme vice-président, c'est qu'effectivement, il a beaucoup de qualités. C'est un gros travailleur. Il est maire d'une commune, son premier mandat, donc vous l'avez vu que pour le second, il est passé pratiquement au premier tour, sans discussion. Non, Thierry Alpha est un garçon qui s'investit effectivement beaucoup pour la cause publique. Moi, je sais pas, je suis en admiration parce qu'il est jeune, mais il s'investit beaucoup pour sa commune, il s'investit pour le pays. Il a 2 secteurs qui sont lourds, c'est l'agriculture et la pêche. La pêche l'appelle les cultures. Donc voilà, il a fait le choix d'une vie ouverte sur la vie publique. Il est le serviteur de la Polynésie. Je dis chapeau. Ce qu'il fait avec Tahiti, c'est très bien parce que tout cela tourne autour de l'idée que le second pôle économique à Tarawa doit se faire, à Tahiti doit se faire, et aujourd'hui toutes les communes se fédèrent pour ce projet. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Déjà. Merci beaucoup à vous et merci aux auditeurs.